Good afternoon, good Mesdames et morning, messieurs, bonjour, bon après-midi à tous les participants. Je m'appelle Loubnas Khalihana, je suis professeur à l'Université de Californie, Washington Center et à l'Université du Michigan. Très heureuse de remplir la fonction de modératrice en cette journée. Donc, si vous nous suivez sur Zoom, vous pouvez suivre cet événement en arabe, en anglais ou en français. Vous pouvez choisir l'une ou l'autre de ces langues en cliquant sur le globe en bas de cet écran. Nous avons parmi nous un florilège d'intervenants de haute volée pour parler de l'innovation, d'évaluation dans le Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Et donc, il est très important d'aider les décideurs politiques aujourd'hui pour prendre des décisions politiques pour faire face aux conséquences économiques, sanitaires et sociales de la pandémie. Les enjeux peuvent ou pourraient être plus importants. On estime que la région pourrait perdre jusqu'à 40% de son PIB ou à peu près une centaine de milliards de dollars comme conséquence de cette pandémie. Avant la fin de cette année, 23 millions de personnes supplémentaires pourraient être poussées en deçà de la ligne de pauvreté. Et dans le cadre de nos efforts pour reconstruire mieux, il est important que nous contribuions à concevoir des politiques qui ne laissent personne à la traîne. Donc nous sommes aujourd'hui réunis ensemble avec des orateurs, représentants du gouvernement, d'évaluateurs indépendants, mais aussi de représentants de société civile de par le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord pour discuter de la capacité de la région à recueillir et à mettre en place des systèmes de, de preuves et de systèmes MNE. Et donc, nous sommes là pour voir quelles sont les possibilités pour combler les écarts. Les questions les plus importantes qui nous incombent aujourd'hui sont les suivantes. Quel est le facteur le plus important pour rehausser les capacités d'évaluation et de suivi au Moyen-Orient et en Afrique? A. Faut-il un environnement propice? B. Faut-il davantage de ressources dédiées? C. Faut-il améliorer l'accès aux connaissances et à l'information? Et D. Faut-il davantage de soutien au plan mondial? Donc, je vous prie de cliquer sur le lien publié sur le chat. Et donc, pour accéder au chat, je vous prie de cliquer sur le bouton converser qui se trouve tout en bas de votre écran et vous allez pouvoir donc accéder au sondage. L'accès à ce sondage peut se trouver sur les commentaires, mais aussi sur le chat. Nous attendons donc avec impatience vos résultats et voir comment est-ce que vous déterminez le facteur le plus important pour accélérer le développement des capacités de suivi et d'évaluation dans la région MENA. Alors, qu'est-ce qu'on a comme résultat? Il semble que vous préférez l'option A comme étant le facteur le plus important, donc un environnement propice. Ensuite, l'option C, suivie donc de l'accès à la connaissance et à la formation. Alors, on constate que plusieurs répondants sont en train de poser leur choix entre les trois premiers facteurs, le A, le B et le C. Mais très clairement, on voit que la majorité opte pour l'environnement propice. J'attends encore la suite des réponses. Donc, voyons un peu comment est-ce que les experts, les membres du gouvernement, les membres de la société civile, les universitaires posent leur choix par rapport à ces quatre options. Alors, nous avons environ 62% des répondants
qui indiquent que pour eux, le facteur le plus important est l'environnement propice. Donc, merci à tous ceux qui participent, qui ont participé à notre sondage. Donc, très peu de doutes. La majorité d'entre vous considère que l'obstacle majeur qui fait barrage au développement des capacités de suivi d'évaluation dans la région MENA est l'environnement propice. Nous allons donc nous atteler aujourd'hui à la discussion de ce facteur et des autres facteurs. Donc, si vous avez des questions, je vous prie de poser vos questions, vos commentaires sur le Q et R. Donc, le Q et R, ça se trouve tout en bas de votre écran à droite. Donc, vous pouvez cliquer sur Q&A ou Q et R, questions et réponses, pour ouvrir la fenêtre de l'interaction. Et si vous nous suivez de très loin, vous pouvez accéder également à la section des commentaires. Donc, on pourra y trouver vos questions et on essaiera, autant que faire se peut, d'y répondre vers la fin de cette session. Vous savez, en novembre l'année dernière, une initiative a été lancée, l'initiative pour l'évaluation mondiale. Donc, le but de cette initiative est de travailler ensemble sur un plan planétaire pour renforcer les capacités de suivi et d'évaluation de par le monde. Permettez-moi d'accueillir Madame Sophie Setten, qui est directrice stratégie et opération du groupe de la Banque mondiale, du groupe indépendant des évaluateurs. Ensuite, je souhaite la bienvenue à Oscar Essia, qui est directeur du bureau indépendant des évaluateurs. Nous allons avec eux discuter de cette initiative, donc GEI, et des opportunités qu'elle ouvre au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Donc, je poserai ma première question à Sophie. Pourquoi est-ce que cette initiative mondiale pour l'évaluation, pourquoi existe-t-elle et quelle est sa pertinence pour la région? Merci, merci Lubna, bon après-midi à vous tous. Très heureuse d'être parmi vous. Je répondrai directement à votre question. Donc, à quoi ça sert cette GEI, Initiative mondiale pour l'évaluation? Cette initiative est née de notre prise de conscience, de notre reconnaissance de l'importance du rehaussement de la coopération internationale. Plus de la moitié des pays du monde disposent de stratégies nationales de développement de très haute qualité et pour la plupart, ils sont engagés pour les ODD. Toutefois, les capacités qui sont nécessaires pour transformer ces aspirations en action ne sont pas développées au même rythme. En particulier, nous savons que un tiers des gouvernements mondiaux ont des pénuries en termes de données pour suivre ces capacités. Et ils n'ont pas aussi les moyens, ils n'ont pas non plus les moyens pour mesurer le niveau de compétence de suivi d'évaluation. Pourquoi donc est-ce important? Eh bien, c'est important, surtout aujourd'hui, face à cette euh, pandémie. Nous, on appelle ces systèmes, les systèmes de suivi et d'évaluation, les MNE, Monitoring and Evaluation Systems. Le but de ces MNE, c'est de mesurer les progrès réalisés sur le plan du suivi, mais aussi d'identifier les mesures les plus fonctionnelles, les plus appropriées, les plus efficaces et ce qui doit être modifié, amendé. Comme vous l'avez dit, Luna, au départ de cette réunion, un certain nombre de ces mesures sont particulièrement importantes face à cette pandémie. Beaucoup de gouvernements ont dû prendre des décisions très difficiles, surtout face au haut niveau d'incertitude. Mais d'un autre côté, il a fallu pour beaucoup de gouvernements de trouver les moyens d'augmenter les efficacités pour réduire les conséquences de cette pandémie sur les citoyens, sur les économies, sur les aspects sociaux. Ce sont des éléments importants pour le monde entier, mais surtout pour la région MENA. Et comme vous l'avez dit, notre région MENA souffrira d'une augmentation de la pauvreté malheureusement. Plus de 20 millions de personnes tomberont sous la ligne de la
pauvreté avant la fin de cette année. Vous avez abordé l'impact sur l'économie, sur le PIB, mais c'est aussi sur l'endettement public, hein. Donc, au vu de ces circonstances difficiles, il est facile de comprendre comment est-ce que les gouvernements sont tenus de prendre des décisions difficiles. Les options politiques sont très ténues, à la fois sur le court terme, mais aussi sur le long terme, car nous savons qu'elles auront toutes des impacts sur l'aspect micro, mais aussi l'aspect macroéconomique. Tout cela nécessitera une capacité pour suivre ces mesures, leur efficacité, mais surtout pour évaluer leur efficacité. Ces systèmes MNE sont très importants également pour réaliser les engagements en termes d'ODD. Au vu de ce contexte, qu'est-ce que le GEI? Donc, cette initiative est une forme de partenaire mondial qui a pour but de se mettre en contact avec le gouvernement au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, mais aussi dans le reste du monde, pour encourager une culture où le suivi, l'évaluation est utilisé dans les processus de décision politique. Nous voulons axer notre travail sur 4 domaines principaux. Soutenir les gouvernements pour qu'ils mettent au point leur système MNE, soutenir la création de compétences, générer et partager des connaissances en matière de suivi et d'évaluation. Dans la région MENA, nous allons d'ailleurs écouter plusieurs orateurs de cette région pour nous faire état des progrès qu'ils ont engrangés dans la mise au point de ces systèmes. Et nous savons que de tels systèmes peuvent aider à générer des progrès. Les gouvernements sont appelés à contribution pour accompagner ces efforts dans la région MENA, mais dans le monde entier. Il faudra donc nous atteler tous à la tâche pour combler ce qu'on appelle l'écart en système MNE. Évidemment, nous savons que cette gageure nécessite beaucoup plus d'efforts et de ressources que ce qu'un seul État, que ce qu'une seule organisation peut s'offrir de façon autonome. Du coup, il est très important que les organisations internationales, régionales et même nationales travaillent ensemble pour combler cet écart en matière de capacité MNE. Ça nous aidera éventuellement à mieux gérer les conséquences de cette pandémie. Merci Sophie d'avoir planté le décor et d'avoir euh, permis de poser ce prélude à la discussion d'aujourd'hui. Permettez-moi à présent de m'adresser à Oscar. Je vais lui poser une question supplémentaire. Ma question, euh, Oscar, est la suivante. Alors, Oscar, dites-moi, quand les décideurs politiques font face à un défi tel que ces défis imminents liés à la pandémie, comment est-ce que vous envisagez les objectifs les plus lointains, comme les ODD par exemple? Et qu'est-ce que le suivi et l'évaluation ont pour rôle dans cette perspective? Merci Luna, merci de cette question. Très heureux de voir qu'il y a beaucoup de participants à cet événement de lancement de l'initiative GEI. Effectivement, aujourd'hui, nous nous concentrons sur les défis les plus immédiats de la pandémie. Cette pandémie touche le cœur de nos économies et de nos sociétés. L'impact de cette pandémie diffère de pays en pays, socialement et économiquement. Nous savons que pour le moins, cette pandémie occasionnera une augmentation de la pauvreté et donc ça amènera les gouvernements à prendre des décisions encore plus difficiles et les défis seront encore plus importants. Nous avons aujourd'hui dans la région arabe 110 millions de jeunes qui souffrent déjà de manifestations d'inégalités préexistantes à la pandémie. Les jeunes de la région arabe souffraient déjà de restrictions par rapport à l'accès aux services, des hauts taux de chômage, mais aussi un grand nombre d'entre eux faisaient face à des conflits ouverts. Aujourd'hui, avec la pandémie, ces mêmes jeunes
doivent s'équiper davantage de compétences et de qualifications. Donc, ce sont des défis plus grands et des opportunités plus petites qui touchent en premier lieu les jeunes. Voilà donc un seul exemple de ces conséquences sur les jeunes. À côté de cela, il ne faut pas, ça c'est le court terme, mais à côté de cela, il ne faut pas oublier les conséquences à plus long terme. Le secrétaire général des Nations Unies nous a envoyé un message et a demandé aux décideurs politiques de prendre les choix idoines, adéquats et profiter de cette crise de la COVID-19 pour construire mieux et davantage des systèmes plus inclusifs, plus durables. Et à cet effet, il faut veiller à ce que les décisions soient appropriées. Pour cela, les décideurs politiques ont besoin de davantage de données, des données plus claires pour suivre de façon appropriée les programmes qui fonctionnent, où est-ce que ça fonctionne et pour qui ça fonctionne. Et il faut donc ne pas attendre demain, il faut agir tout de suite. Le suivi et l'évaluation, ce ne sont pas des fonctionnalités de luxe. C'est quelque chose qui est nécessaire pour tout un chacun pour construire mieux et davantage et encourager la coopération. C'est pour cela que le PNUD et mon bureau indépendant pour l'évaluation et le suivi sommes engagés pour coopérer avec les représentants gouvernementaux, mais aussi les autres parties prenantes de la société civile et le reste de la société pour appuyer davantage la mise au point de capacités nationales pour l'évaluation et le suivi. Nous avons besoin de suivi et de l'évaluation pour répondre aux défis immédiats et pour euh, contribuer justement à la réalisation des ODD. Merci. Merci beaucoup, monsieur, de cette euh, euh, parole liminaire qui nous rappelle non seulement les défis, mais aussi les opportunités qui s'offrent à nous par rapport à cette crise. Permettez-moi à présent de poser une autre question. Alors effectivement, il y a lieu de penser à pousser de l'avant donc les capacités de suivi et d'évaluation dans la région MENA. Quels sont les services que le GEI peut offrir pour répondre à la demande? Sophie. Merci, Louvna. Alors, nous pouvons aider sur 4 axes principaux. Premièrement, offrir des services au gouvernement afin de les aider à construire des systèmes MNE nationaux, diagnostics, soutien à la mise au point de cadres réglementaires et légaux, soutien à la mise en place de bonnes pratiques, de systèmes de recueil de données, de processus et de procédés. Deuxièmement, aider à la construction de capacités et de qualifications, surtout pour les évaluateurs, par le biais de formations, de bourses, de stages, etc. Troisièmement, générer de façon systématique les connaissances des lieux, des pays où les systèmes immunaux ont déjà engrangé des résultats positifs. Et dernièrement, travailler davantage la coopération locale, régionale et mondiale. Pour notre région, la région qui nous intéresse, la région MENA, eh bien, nous avons noué un accord de partenariat avec la BID, la Banque islamique de développement, qui est partenaire avec nous, l'organisation de cet événement. Nous avons entamé la coopération avec un diagnostic pour jalonner le niveau de développement dans la région avec les acteurs principaux et pour identifier les manques en matière d'opportunités dans la région. En outre, nous avons également mis en place un programme de partenariat avec l'École nationale d'administration publique à Québec, au Canada, et ce pour mettre au point des programmes de formation en arabe et en français sur le système MNE à tailler sur la mesure des pays bénéficiaires au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en plus d'un programme de bourse dont les bénéficiaires seraient des bénéficiaires des pays que je viens de citer. Nous voulons également mettre au point un chapitre MENA pour ce qu'on appelle les programmes de pair à pair d'évaluateurs, sans oublier la troisième édition de la troisième ou de la semaine
locales ou des évaluateurs locaux. Pardon. L'année dernière, la semaine a permis de réunir 255 événements de par le monde avec environ 35 000 participants. Et nous espérons que cette année, nous pourrons organiser une semaine aussi riche que celle qu'on avait organisée la semaine dernière. Sur le plus long terme, dans les autres régions où les GEI et ses partenaires ont une présence plus ancienne, nous ciblons d'abord les centres CLEAR pour l'évaluation de résultats qui fournissent les services que j'ai mentionnés tout à l'heure de façon plus régulière au gouvernement et aux autres parties prenantes MNE. Nous voulons aussi, dans l'immédiat, établir un centre MNE dans la région pour travailler en tant que centre d'excellence pour les systèmes MNE. Cela sera fait certainement avec la collaboration de la BID. Donc, j'attends avec impatience les résultats que l'on engrangera au cours des 2 prochaines années à la phase après-pandémique. Il faut, parce que nous savons que le suivi euh, systématique, l'évaluation systématique de tous ces programmes, de toutes ces politiques seront requises pour atteindre les objectifs que l'on s'est fixés pour la région. Merci Sophie, merci de cette explication très claire et très circonstanciée des services que vous souhaitez fournir à la région. Oscar, une autre question si vous le voulez bien. Quels sont les éléments les plus importants que l'on trouve dans les écosystèmes pour le suivi et l'évaluation? Comment est-ce que ces systèmes de suivi et d'évaluation qui sont disponibles peuvent participer au renforcement des structures d'évaluation locales dans les pays MENA? Merci Luna. Je pense que l'élément clé, l'élément principal sur lequel on doit compter, c'est la jeunesse. D'abord, on pose la première question. Est-ce que nous atteignons nos objectifs? Les systèmes de suivi ont besoin d'indicateurs et de données qui sont produites par les bureaux nationaux des statistiques. Évidemment, ces données nous aident, nous aident à déterminer les buts et les priorités. Et puis ensuite, il y a les ODD qui sont le chapeau essentiel qui regroupe ces priorités. Et la deuxième question, c'est est-ce que nous sommes prêts à arriver à ces résultats? La mise en œuvre, le suivi, pour savoir ce qui se passe sur le terrain. L'évaluation nous permet donc de poser les questions clés. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Comment? Pour qui? Et dans quelles circonstances? L'écosystème de suivi et d'évaluation nécessite un environnement propice, fort, solide et un système socio-économique et politique stable. On a besoin de règles, de lois, de politiques, de relations publiques, des normes sociales qui concernent l'engagement civique. Il faut aussi des capacités nationales pour le suivi, pour l'évaluation des politiques et des procédures, sans oublier les capacités propres à chaque intervenant, donc les compétences, les qualifications des intervenants pour aider le gouvernement à savoir si les politiques qu'il met en place sont bonnes, sont fonctionnelles ou pas. Et donc pour cela, il faut instiller une culture institutionnelle de l'évaluation et du suivi. Le GEI ou la GEI, l'Initiative mondiale pour l'évaluation, souhaite ou faire fond sur les expériences déjà engrangées dans les pays bénéficiaires. Et évidemment, elle va offrir tout un florilège de services d'appui euh, par rapport à l'environnement propice, une aide institutionnelle ou une aide régionale. On commencera par exemple à donner une évaluation du système en identifiant les points forts et les points faibles de chaque système, sachant que nous avons déjà une longue histoire en matière d'appui. En Égypte, par exemple, le PNUD a déjà collaboré avec le ministère du Plan pour mieux suivre les stratégies de développement national et les indicateurs de développement nationaux. La GEI offre également des programmes
d'assistance technique sectorielle ou taillée sur mesure des programmes de développement nationaux. Et il y a aussi un autre programme soutenu par l'IFAD sur l'évaluation et le suivi, et dont bénéficiait toute une série de pays, y compris le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Jordanie. La GEI souhaite également encourager le partage des connaissances autour des systèmes de suivi et d'évaluation. La toute dernière conférence NEC a été organisée en Égypte en 2019. Nous avons pu bénéficier de l'excellente expertise du ministère du Plan égyptien. Nous avons évidemment profité de l'hospitalité arabe et nous avons pu partager avec les hôtes leur expérience en matière de suivi et d'évaluation. Nous avons aussi entendu les expériences marocaines, tunisiennes, algériennes. Une conférence qui a duré 2 jours et qui a pu bénéficier de l'interprétation en anglais, en français pour la première fois, également en arabe. Je pense que de telles expériences peuvent être étendues sur d'autres pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. La GEI peut aider donc les pays à articuler leurs besoins, leurs exigences. Nous voulons que tout notre travail soit axé sur les exigences des pays, sur les demandes des pays. Car le but final, c'est d'aider les partenaires à atteindre leurs objectifs nationaux. Et nous sommes donc à leur disposition pour les aider à combler les écarts et leur faire profiter des ensembles de services que nous pouvons mettre à leur disposition. Merci, Oscar. Évidemment, il ne s'agit pas uniquement d'identifier les différentes utilisations que l'on peut faire de la GEI, mais aussi de l'utilité de cette initiative. Merci à vous deux, Oscar et Sophie, de vos réponses. Nous avons déjà reçu toute une série de questions difficiles de la part du public présent. Donc, je vous prie de rester avec nous jusqu'à la fin pour pouvoir écouter les réponses. Eh bien, permettez-moi maintenant de passer au deuxième panel. Dans les conditions actuelles, nous avons des preuves sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui est urgent, ce qui est pressant, plus que jamais. Mais construire une culture fondée sur l'épreuve, des décisions éclairées, eh bien, ça reste toujours un défi. Donc, quels sont les défis qui vous semblent les plus pressants? Nous avons avec nous Florilège, membre du gouvernement, d'évaluateurs indépendants, et puis également des représentants de la communauté de développement et de la société civile de la région. Nous les avons invités pour parler de l'état des lieux en termes de capacité MNE qui existe dans la région. Qu'est-ce qu'il faut pour amenuiser l'écart qui existe en matière de système MNE? Permettez-moi de vous présenter notre premier panéliste aujourd'hui, docteur Monsieur Iqbal Sayah. Il est directeur des études dans l'observatoire ou à l'Observatoire marocain pour le développement humain économique. Première question à vous. L'Observatoire a publié récemment un rapport sur les politiques de développement au Maroc. Les systèmes MNE, quel rôle vous semble-t-il devrait-il jouer pour réaliser l'agenda 2030? Et comment est-ce que l'on peut tirer avantage de l'opportunité aujourd'hui que nous offre la pandémie pour construire mieux? Et quels sont les défis qui peuvent se poser à vous et qui vous empêcheraient éventuellement à atteindre ce but? À vous. Invitation à assister au lancement de cette importante initiative. Je dirais que la crise sanitaire a montré de manière éclatante que nos sociétés contemporaines sont fortement vulnérables et que cette crise a en effet révélé que lorsque la survie est en jeu, des dimensions fondamentales du développement
sans être prioritaire, avec comme corollaire malheureusement la remise en cause des progrès réalisés en matière de mise en œuvre des objectifs du développement durable dans de nombreux pays. La crise actuelle agit en fait comme miroir des inégalités sociales et des disparités territoriales déjà existantes, qui sont par ailleurs le plus souvent imbriquées. Elle met dans une situation d'extrême fragilité une grande fraction des populations qui sont déjà vulnérables. Je citerai un exemple pour illustrer cette situation. Cet exemple fait référence à l'étude récemment réalisée par l'ONDH sur les problématiques de genre au Maroc. Cette étude a montré que les femmes et les filles n'accèdent pas de manière homogène à leurs droits fondamentaux et que les femmes et les filles rurales issues des ménages les plus pauvres sont le groupe social le plus marginalisé sur un large éventail d'ODD allant de l'accès à l'éducation et aux soins de santé ou à l'autonomisation économique. En conséquence, l'expérience de ces femmes et de ces filles sera sans doute différente de celle d'autres groupes de population davantage privilégiés, d'autant plus qu'il est fort probable qu'elles cumulent d'autres privations avec le temps. À travers cet exemple, nous observons bien que c'est en concentrant l'effort sur les populations les plus fragiles et les plus discriminées que le choc produit par la crise sanitaire sur la mise en œuvre des objectifs du développement durable sera amorti. En définitive, nous avons aujourd'hui une prise de conscience aiguë des différences qui existent au sein de mêmes catégories socio-démographiques. Ces différences sont inscrites de façon quasi systématique dans le fonctionnement et l'organisation de notre société, et les pouvoirs publics se doivent de les appréhender et de les prendre en charge pour garantir l'effectivité des droits fondamentaux de tous et le pouvoir d'agir et de choisir de chacun. Aussi, pour s'assurer que personne ne soit laissé de côté, il est important de rendre compte avec justesse de la réalité vécue par les groupes défavorisés à travers une ventilation des données statistiques les concernant en fonction de critères pertinents au regard du contexte propre à chacun des pays. Cela va permettre de définir et de concevoir des politiques et des programmes adaptés à leur situation réelle. Et définir et décrire les inégalités en groupe sont une première étape essentielle dans la lutte contre les différentes formes de déséquilibre de pouvoir et d'inégalité qui, si elles ne sont pas combattues, entraveront la réalisation des objectifs du développement durable dans la région MENA. L'enjeu donc est trop important si l'on veut que notre génération soit celle de l'égalité des sexes, de l'équité et de l'égalité des chances. Dr. Say, thank you very much for bringing in the gender perspective on these complex issues today. Merci beaucoup d'avoir parlé de l'égalité entre hommes et femmes sur un sujet aussi important dans une période aussi importante. Je suis convaincue qu'il y aura beaucoup de questions. Je vais maintenant donner la parole, ou plutôt passer de la demande à l'offre. Et nous avons avec nous Dr. Nuha Tayer, qui est la présidente du réseau d'évaluation MENA, EVAL-MENA. Elle est également professeure associée à l'Université technique de Palestine. Hadouri, vous avez la parole. Et d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler du rôle d'EVAL-MENA et de l'évaluation en général afin de promouvoir les politiques nationales, l'action avec les parlementaires afin de parvenir à nos objectifs? Je vous remercie de bien vouloir m'accueillir et je suis ravie d'être avec vous dans cette importante réunion qui parle de l'importance du suivi et de l'évaluation au niveau du développement. Les évaluateurs dans la région arabe sont indépendants, ils jouent un rôle très important. Et après la création d'EVAL-MENA, nous avons créé une plateforme qui avait pour objectif d'unifier leurs efforts pour échanger les expertises, renforcer les opportunités et les capacités. EVAL-MENA a joué un rôle très important, ainsi que la Société arabe pour l'évaluation, dans l'unification des efforts. 8 conférences ont été tenues
La 8e conférence a rassemblé des expertises diverses d'évaluateurs de différents pays, ce qui a permis également de créer des opportunités pour renforcer les compétences, pour les échanges, pour définir les orientations de la région arabe. Et dans le cadre d'Evalmena, le réseau d'évaluateurs des mondes arabes font partie de lobbies dans plusieurs pays, en Palestine, en Jordanie, au Maroc. Donc, plusieurs d'entre eux travaillent dans les centres de suivi et d'évaluation des gouvernements. Cela nous permet donc de créer une espèce de coordination, d'harmonie entre les différents évaluateurs au sein du gouvernement. Et nous avons également des partenariats avec des institutions internationales comme Eval Partners, qui a aidé plus d'un État à organiser des projets, à mener des études qui rassemblent des preuves, des informations relatives aux progrès réalisés sur le plan du suivi et de l'évaluation et du système national d'évaluation et le rôle des parties prenantes à cet égard, notamment en ce qui concerne les ODD. Donc, il y a eu plusieurs activités menées par le réseau qui ont été utiles. Et dans les 8 conférences dont j'ai parlé, nous avons des conférences pré-formation qui ont évalué les capacités dans le monde arabe. Et ce que nous avons fait, la Société arabe d'évaluation a aidé les évaluateurs à s'unifier, à travailler sur une même plateforme, à échanger les expertises. Bien sûr, dans la région arabe, nous avons toujours besoin, à l'heure actuelle, que l'évaluation soit une requête au niveau du gouvernement et non pas seulement pour le gouvernement un financement. Parce que ce dont la région arabe a besoin, fondamentalement, c'est que le gouvernement est en fait fasse appel à l'évaluation et non pas seulement se contenter de les financer. Nous avons en Jordanie une unité d'évaluation et de suivi au ministère chargée de suivre les ODD. Et nous, en tant que réseau arabe d'évaluation, nous avons besoin du soutien d'autres organisations comme la Banque mondiale, la Banque islamique pour le développement, l'UNDP ou le PNUD, de créer un centre d'évaluation, de formation, d'enseignement et également au niveau des résultats, c'est très important, comme l'ont dit les collègues, afin de renforcer les capacités des évaluateurs dans les pays arabes. Et puis, l'évaluation, les rapports sont en anglais. Il est fondamental que nous ayons des évaluations en arabe parce que ceux qui peuvent bénéficier des évaluations sont arabes, s'expriment en arabe et donc ont besoin de bien comprendre les rapports afin qu'ils puissent créer, bâtir des politiques. Il faut donc qu'ils comprennent parfaitement les informations, les données, les évidences, les preuves. S'il y a une confusion due à la langue, cela peut avoir un impact sur les décisions. Donc, il faut encore une fois renforcer la capacité des évaluateurs s'exprimant en arabe et cela peut aider les institutions à recruter des évaluateurs en langue arabe qui seront mieux capables d'étudier les besoins des évaluateurs afin d'améliorer leur performance. Parce qu'ils travaillent dans plusieurs domaines, disons éducation, santé, agriculture, etc. Donc, il faut avoir une culture d'évaluation à cet égard
On n'en est pas encore là. Nous avons encore beaucoup à faire afin de renforcer la culture de l'évaluation et l'évaluation en général dans les pays arabes, en dépit des efforts limités qui sont déployés à l'heure actuelle. Docteur Naha, je ne voudrais pas vous interrompre, mais vous allez reprendre la parole pour répondre aux questions, j'en suis sûre, et vous nous donnerez plus d'informations. Mais à l'heure actuelle, je tiens à vous remercier pour cet exposé concis et néanmoins riche sur la situation des évaluateurs au Moyen-Orient et ce qui a déjà été réalisé par le réseau. Je donne maintenant la parole à Dr Abdelhalim Bachir, évaluateur correspondant à la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Comment est-ce que la Banque africaine pour le développement approche la question de l'évaluation pour le développement dans les pays arabes? Vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci à tous. Je suis ravie d'être avec vous et de faire partie de ce panel d'experts. Je tiens à remercier les organisateurs qui nous ont invités et qui nous ont donné l'opportunité de prendre la parole. Au niveau de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, c'est une banque relativement petite qui fait partie du groupe arabe de coordination et qui est propriété des pays de la région et se concentre en particulier sur l'Afrique. Cette banque sait qu'il y a dans la région des fossés au niveau de l'évaluation, mais comme Oscar l'a dit, il y a beaucoup de disparités dans les pays de la région au niveau du développement. Nous avons des pays comme la Tunisie et l'Égypte qui sont plus avancés que d'autres, mais des pays où je suis, comme le Soudan, sont toujours aux toutes premières étapes. C'est un fossé qu'il faut absolument combler. Et il y a également plusieurs défis auxquels il faut faire face. Pour notre banque et notre approche à l'égard du suivi et de l'évaluation, il faut signaler que nous commençons au niveau des institutions. Nous avons adopté une stratégie fondée sur les résultats de la gestion et l'évaluation. Et donc, nous essayons d'obtenir le soutien des experts, des parties prenantes comme la Banque africaine, la Banque islamique pour le développement, etc., et la Banque mondiale, bien sûr, afin de renforcer les capacités. Et nous voulons utiliser ces capacités, les partager avec nos clients, avec d'autres parties prenantes dans la région. Voilà pour la première approche. La deuxième consiste à coordonner étroitement avec le groupe de coordination arabe, celui de la Banque islamique pour le développement. Et là, il s'agit en particulier de soutenir les pays du Moyen-Orient techniquement et financièrement, afin, encore une fois, de renforcer les capacités des agences qui se chargent du suivi et de l'évaluation au sein des ministères ou ailleurs. Et sur le plan global, nous soutenons l'initiative d'évaluation globale. Nous sommes disposés à travailler avec les autres bailleurs de fonds pour soutenir nos pays et nous sommes disposés à fournir toute l'aide possible afin de créer ce genre d'institutions et d'unités de suivi et d'évaluation en Afrique et au Moyen-Orient. Donc, nous sommes disposés à fournir toute l'aide nécessaire, à partager notre expertise et notre expérience au niveau de l'évaluation et du suivi. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Bachir, pour bien vouloir partager avec nous les approches adoptées par votre banque à cet égard afin d'avancer au niveau du suivi et de l'évaluation. Vous aurez également, bien sûr, à répondre à des questions ultérieurement. Je vais en revenir à Dr Sayer et poser la question suivante à Dr Sayer.
En tant que promoteur du rôle de l'évaluation et du suivi dans la prise de politique nationale, quelle est votre perspective au niveau des agences gouvernementales afin de combler le fossé du suivi et de l'évaluation dans la région? Merci pour la question. Euh, L'évaluation est une politique publique ou doit être une politique publique à part entière qui mérite toute sa place au plus haut niveau de l'agenda des décideurs. Et ce pour au moins 3 raisons. La première raison, c'est que la crise sanitaire semble avoir renforcé une réflexion critique sur nos modèles de développement. La question du bien-être est précisément celle qui fonde les problématiques d'évaluation des politiques publiques, tant sont importants les besoins de la région MENA en matière d'éducation, de formation, d'emploi, de santé et de protection sociale, en vue de construire des sociétés justes, apaisées et durables. La deuxième raison, c'est qu'il est plus que jamais nécessaire de sortir de la défiance qui existe entre les experts et les politiques, dans un monde désormais plus ouvert, où fleurissent toutes sortes d'opinions dans les réseaux sociaux. L'évaluation qui a pour moteur la rationalité et la pédagogie peut contribuer à relever ce redoutable défi. La troisième raison, c'est qu'il est nécessaire de rendre les citoyens acteurs de politique qu'ils ont souvent le sentiment de subir. L'évaluation ouvre alors la voie à de nouveaux modes de participation, à revivifier la vie démocratique, notamment en donnant la parole, c'est très important, aux générations qui vivront les conséquences de nos choix actuels. Dans ce contexte, les institutions gouvernementales comme l'Observatoire national du développement humain doivent s'inscrire dans cette dynamique, non pour sanctionner l'action publique, mais comme outil de démocratie et de prospective, à même de permettre à nos sociétés de répondre à des crises de nature diverses et imprévisibles, aux effets souvent inégalitaires et qui mettent sous tension nos systèmes de protection sociale et nos services publics. Gagner ce pari du futur où la soutenabilité occupe une place déterminante suppose d'être doté de systèmes d'indicateurs opérants, de bonnes grilles de lecture qui rendent compte des effets croisés systémiques des politiques publiques. Cela suppose de renforcer nos organisations statistiques, en particulier, je pense à celles des pays les plus pauvres, institutionnaliser leur indépendance et les doter des ressources humaines nécessaires. Et à mon sens, la coopération avec les universités nationales et étrangères est déterminante et fondamentale à cet égard. Dr. Say, thank you so very much again for insisting or highlighting, I would say, the critical role of M&E in the policy process. Merci beaucoup pour parler du rôle très important de l'évaluation, bien sûr, mais également de la politique et du rôle des citoyens dans la prise de décision politique et également les prises de décision fondées sur les statistiques et les données réelles. Je vais redonner la parole à Dr. Atiye et lui demander, si vous m'entendez, quel rôle est-ce que les évaluateurs jouent afin de faire face aux différents défis dans la région, afin de combler le fossé au niveau du suivi et de l'évaluation et passer à l'étape suivante? Je vous remercie pour la question. Au niveau des défis que les évaluateurs dans le réseau arabe rencontrent, ils sont similaires à tous les problèmes que les évaluateurs rencontrent partout dans le monde. Mais dans nos pays en particulier, il y a une absence de soutien et très peu d'intérêt accordé aux évaluateurs, au réseau d'évaluateurs, parce qu'il n'y a pas déjà de loi ou de politique supportant le suivi et l'évaluation, soutenant le suivi et l'évaluation. Je crois que peut-être le Maroc est une exception avec l'Institut ou l'établissement de l'évaluation au Maroc, mais il faut également savoir si la loi qui existe au Maroc est efficace.
Et nous aimerions bien sûr avoir des lois similaires dans les pays arabes. Nous aimerions qu'il y ait des lois, en particulier visant à soutenir le rôle des évaluateurs privés et publics. Et peut-être qu'il faut renforcer la culture de l'évaluation, comprendre que l'évaluation ne tend pas à prouver qu'il y a des erreurs, mais à pousser le progrès et l'amélioration de l'avant. L'objectif n'est pas uniquement de prouver qu'il y a des erreurs, mais d'apprendre comment évoluer. L'évaluation est utilisée pour améliorer, non pas pour prouver, comme on dit en anglais, improve, not prove. Donc, c'est fondamental que l'on puisse comprendre cet aspect de l'évaluation. Il faut avoir une mentalité qui dépasse la solution ponctuelle. Il faut avoir des solutions, des plans préventifs. Et donc, lorsque nous avons une évaluation, des preuves, des agences de suivi, d'évaluation, nous serons capables d'avoir des plans préventifs pour les crises, comme l'a prouvé la crise de COVID-19, parce que nous n'avons pas de plan préliminaire, nous n'avons pas de préparation. Nous sommes incapables d'absorber les chocs de manière flexible, non pas seulement dans le monde arabe, mais dans le monde. C'est ce qu'on a vu durant la pandémie. L'impact de la pandémie a été beaucoup plus grave parce que nous n'étions pas préparés. Et puis également, si l'on peut intégrer le suivi et l'évaluation à tous les niveaux, les universités, par exemple, jouent un rôle important parce que les universités diplôment les jeunes. Et les jeunes jouent un rôle fondamental. Donc, si l'université renforce la culture de l'évaluation, du suivi dans ses curricula, cela peut renforcer la culture de l'évaluation, la qualité du suivi et de l'évaluation, et peut également créer des opportunités égales, renforcer la démocratie, la justice, la transparence. Très souvent, l'absence de transparence entraîne une crainte tangible à l'égard de l'évaluation. On a souvent peur que l'évaluation ne soit utilisée pour souligner les problèmes. Donc, très souvent, on préfère cacher les problèmes, d'où le manque de transparence. Donc, voilà, en gros, il faut avoir des lois encourageant l'évaluation, renforcer le rôle des universités à cet égard pour promouvoir la culture de l'évaluation et enfin, renforcer la mentalité des plans préliminaires, de la préparation à l'égard des crises, des catastrophes potentielles, pour que nous soyons toujours prêts et non pas se mobiliser ponctuellement dès que la crise est sur nous. Voilà. Merci beaucoup, Dr. Noha. Vous parlez de tous les éléments critiques de l'écosystème. En fait, vous parlez de la durabilité, du renforcement de l'évaluation du suivi, de créer une culture d'évaluation de suivi qui pourra renforcer nos institutions, nous accompagner. Autant de questions importantes. Et je crois qu'on va poser des questions à cet égard dans les questions-réponses. Je vais en revenir maintenant à Dr. Bachir. Les intervenants parlent du rôle des évaluateurs indépendants de la société civile, du gouvernement, etc. Comment est-ce qu'ils peuvent combler les fossés au niveau de l'évaluation et du suivi en travaillant ensemble? Et quel est le rôle également des bailleurs de fonds pour combler le fossé du suivi de l'évaluation? Merci de me redonner la parole. Tout d'abord, les bailleurs de fonds peuvent beaucoup faire afin de combler le fossé dans la région. Une réunion comme celle-ci rassemble les parties prenantes et permet de partager la connaissance, l'expérience de toutes les régions du monde. Et cela, en soi, doit être renforcé, encouragé. On devrait avoir plus de réunions de ce genre. Et là, on peut vraiment créer une prise de conscience
informer les agences gouvernementales de l'importance du suivi et de l'évaluation, notamment dans le cadre de la crise de COVID-19. Les bailleurs de fonds peuvent également fournir des aides aussi bien financières que techniques, parce que les aides techniques sont fondamentales. Tous les pays n'ont pas les capacités techniques nécessaires et ont besoin donc de l'aide des bailleurs de fonds. Et là, je suis sûre que la Banque mondiale et les banques multilatérales de développement, les institutions régionales peuvent jouer un rôle fondamental aussi. Et puis, au niveau des bailleurs de fonds, toujours, ils peuvent créer une prise de conscience au niveau des gouvernements sur l'importance du suivi et de l'évaluation. Il faut qu'il y ait un dialogue avec les gouvernements, les autorités, afin de leur expliquer l'importance des MEE. Et cela aussi est important pour la durabilité de ces institutions en tant que telles. C'est l'aspect le plus important pour les bailleurs de fonds, intégrer le suivi et l'évaluation au sein des politiques gouvernementales et puis également créer des associations professionnelles de suivi et d'évaluation sur le plan national et sur le plan régional. Nous avons Eval-MENA, mais nous avons besoin d'institutions similaires au niveau des pays et les bailleurs de fonds peuvent jouer un rôle important à ce niveau également. Et puis, il faut signaler l'importance de l'apprentissage technique. Je ne sais pas moi, une formation, des bourses scolaires, etc. Tout cela peut aider sur le plan des gouvernements et sur le plan institutionnel. Voilà. Merci. Merci, Dr Bachir, pour parler du rôle, des rôles des bailleurs de fonds. Je tiens à remercier tous les intervenants pour les contributions enrichissantes et j'espère que vous allez rester avec nous pour prendre les questions du public. Avant de passer à la session questions-réponses, nous avons déjà une série de questions. Nous avons également une vidéo de M. Mohamed Diyar, secrétaire général de la Cour d'audit du Royaume marocain. Royaume du Maroc, et il a bien voulu enregistrer une vidéo pour partager son expérience dans le renforcement du rôle des MEE au niveau de la prise de décision politique. Vidéo. Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Mohamed Diyar. Je suis le secrétaire général de la Cour des comptes du Royaume du Maroc. Je voudrais tout d'abord remercier la Banque islamique de développement et les autres institutions partenaires de l'initiative mondiale de l'évaluation d'avoir honoré la Cour des comptes marocaine en nous demandant de faire un témoignage sur son expérience dans le domaine du suivi et d'évaluation. Ce thème, je tiens à préciser, s'inscrit parfaitement dans le mandat de la Cour des comptes, puisqu'il est investi en plus de ses missions de contrôle et d'audit, d'une mission d'évaluation des programmes publics. Il est important de souligner que la Cour des comptes avait initié, à partir de 2012, les premiers travaux sur l'évaluation des programmes publics dans des domaines très diversifiés, à savoir le système de retraite, la fiscalité locale, la gestion déléguée des services publics locaux, les systèmes éducatifs, le système hospitalier, le Maroc numérique, le secteur des établissements et entreprises publiques, la gestion des catastrophes naturelles, l'évaluation de la mise en œuvre des ODD, etc. Pour la Cour des comptes, poursuivre dans l'amélioration de la qualité du travail exige naturellement l'application des normes professionnelles et une assurance qualité qui ne peuvent devenir effectives qu'au moyen d'une amélioration constante de notre expertise et d'un renforcement de nos capacités de suivi et d'évaluation. Je tiens à remercier encore une fois à cette occasion la Banque islamique de développement pour son assistance technique en faveur de la Cour des comptes marocaine,
pour le programme de renforcement des capacités en évaluation et gestion axée sur les résultats. Les principales activités de ce programme sont la formation presque de 35 magistrats et auditeurs dans le domaine d'évaluation, préparation d'un guide s'inspirant des meilleures pratiques, encadrement de 4 missions pilotes et participation des magistrats de la Cour avec les équipes des experts de la Banque islamique de développement pour l'évaluation de certains projets financés par la Banque. Par ailleurs, la Cour des comptes a bénéficié d'un appui financier de la Banque africaine de développement, que nous la remercions aussi pour d'avoir permis à notre institution de partager son savoir-faire avec les cours des comptes des pays africains sur plusieurs thématiques, dont l'évaluation des programmes à travers l'organisation d'un certain nombre de cycles de formation au sein de notre centre de formation à Rabat au cours de la période 2017-2020. Ces actions de formation ont touché une centaine d'auditeurs provenant d'une vingtaine d'institutions africaines. Pérenniser la fonction d'évaluation au sein de la Cour des comptes en développant une véritable culture d'évaluation exige un processus continu de renforcement des capacités. Nous sollicitons de nos partenaires dans le cadre de cette initiative globale d'évaluation qu'ils puissent nous appuyer pour développer davantage notre expertise sur les techniques et méthodes d'évaluation, mais aussi de placer dans une vision globale la coopération sud-sud liée au suivi et évaluation au centre de ces préoccupations, dans un rôle de partage des connaissances, de renforcement des capacités et de facilitation des échanges entre les pays. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Well, we thank you in absence, Mr. Diar. نشكرك السيد. Merci beaucoup, Monsieur Diab, d'avoir participé avec nous, d'avoir partagé avec nous vos expériences au Maroc. Donc maintenant, permettez-moi de recueillir les questions du public et je demanderai aux membres du panel de répondre aux questions que je vais pouvoir leur relayer. Donc, il nous reste encore une vingtaine de minutes. Je vais essayer de recueillir le maximum de questions qui nous ont été posées sur le chat, sur le volet questions et réponses. Et je demanderai aux membres du panel d'être le plus concis possible pour pouvoir recueillir le maximum de questions. Première question. Première question que je vais poser à Oscar. C'est une question posée par K. Abbat. Je pense, je ne sais pas d'où cette personne vient. Alors, cette personne pose la question suivante. Les défis liés à la réalisation des ODD et la difficulté de suivre le niveau de réalisation de ces ODD. Donc, il y a quelques pays qui ont des difficultés à atteindre leur priorité de développement. Comment est-ce que l'on peut allouer les ressources nécessaires pour réaliser ces ODD? Est-ce que vous pouvez y répondre, Oscar? Oui, je vais d'ailleurs répondre à la question sur le chat directement par écrit. Je vais essayer de le faire oralement. Alors, les ODD. Les ODD, ben, ça constitue un cadre général. Et en tant que programme général, il est important d'y mettre tout au centre le volet durabilité. Et il est impossible de poser la durabilité au centre des ODD sans parler des défis liés aux crises actuelles. Il faut donc reprioriser les choses, surtout vis-à-vis de cette pandémie qui a mis en évidence d'autres défis auxquels on ne prêtait pas attention par le passé. Il faut donc des sociétés plus inclusives qui aient des relations plus inclusives avec l'environnement également. Et il est donc important, par conséquent, de renforcer les systèmes de suivi
d'évaluation. Comme l'a dit le collègue Urba, c'est comme ça que l'on peut renforcer l'exercice démocratique. Il faut donner une voix aux citoyens pour qu'ils aient leur parole à dire, leurs mots à dire et pour que le gouvernement sache qu'il a emprunté la bonne direction. Et il faut que cette voie soit systématique. À nous maintenant d'ouvrir la voie pour construire des systèmes solides et meneux et par ce biais, évidemment, consolider ou construire mieux des sociétés plus solides et plus démocratiques. Et il faut donc que les gouvernements remettent en question les priorités du passé et voilà. Merci. Alors, il y a une question posée à Sophie de la part d'Abdel Karim. Question. À quel point les GEI peuvent-elles, ou la GEI peut-elle soutenir les évaluateurs indépendants? Merci, merci Loubna et merci Abdelkarim. Les évaluateurs émergents, en fait, ça constitue un groupe clé dans cet écosystème. Les pays, quelque différents qu'ils soient, doivent avoir des évaluateurs, car grâce à eux, on peut créer cette culture tant souhaitée de l'évaluation. Donc, nous voulons coopérer avec ces évaluateurs et avec d'autres partenaires pour mettre au point des formations et saisir toutes les opportunités possibles. Et par là, veiller à ce qu'il y ait un rehaussement des compétences. Beaucoup de commentaires ont été mis sur le chat par rapport au devoir d'inclure les systèmes MNE dans les programmes appropriés dans la région. Pour cela, il faudra coopérer avec les universités, avec d'autres partenaires pour déterminer les compétences requises et veiller à ce que ces compétences soient présentes dans l'ensemble des services publics et dans l'administration publique et le secteur privé également. Nous devrions également faire en sorte que les évaluateurs émergents, les nouveaux évaluateurs puissent profiter des services de partage de connaissances, des services de pair à pair, des notions qui sont de plus en plus mises en évidence. C'est comme ça que l'on peut reconnaître leurs compétences et leurs qualifications. De notre côté, nous avons mis au point un programme de pair à pair et qui sera mis à disposition de la région MENA, un programme qui permettra aux évaluateurs de coopérer, de s'entraider sur les questions d'évaluation, sur les méthodologies et sur la gestion des carrières. Voilà, je m'en arrête ici et je vous donne l'occasion, évidemment, de poser des questions qui restent sur votre liste. Oui, tout à fait. Si nous avons encore du temps, nous écouterons les panélistes sur ce point. C'est une question maintenant que je voudrais poser à l'ensemble des membres du panel et je donnerai la parole à celui qui cliquera le plus rapidement sur son microphone. Comment est-ce que la GEI peut-elle améliorer ou renforcer le suivi et l'évaluation dans le cadre de la pandémie liée à la COVID-19? Donc, cette évaluation au titre de cette nouvelle normale. Alors, Madame Houda ou Madame Sayer, qui souhaite commencer? Qui souhaite répondre à la question? Alors, est-ce que vous parlez So de sorry. Nouha? Ah, pardon, j'ai dit Houda, donc c'est Nouha. Alors, comment est-ce que l'évaluation peut nous aider en cette période de pandémie? Bon, je pense que cette initiative se veut mondiale, sachant que nous faisons face à une pandémie, c'est-à-dire que c'est un défi mondial. Donc, il faut coopération internationale pour la mise au point de normes et pour peut-être réorienter les indicateurs des ODD. Moi, je pense que
la période post-pandémie, la période de pandémie et post-pandémie nécessite une réorientation des indicateurs d'avant la pandémie, les indicateurs ODD. Du coup, je pense que la solution la plus idoine, en tout cas c'est ce que vous suggère, c'est qu'il y ait une coopération internationale entre les différents partenaires, entre les différents centres nationaux de suivi et d'évaluation, CLEAR, régionaux ou internationaux, pour mettre la main tous à la pâte pour produire de nouvelles normes, de nouveaux indicateurs de suivi d'indication. Merci. Merci, madame. Effectivement, ça me permet de faire la transition à une autre question. Et je voudrais, à cet égard, écouter Monsieur Sayah ou Monsieur Abdelhamid. C'est une question qui est posée par Nour de la Jordanie. La question: quels sont les défis les plus importants que les systèmes MNE auxquels les MNE font face dans la région, et les défis aussi qui se posent aux parlementaires, aux membres de la société civile en matière de ce qui est offert dans le domaine du suivi et de l'évaluation. Comment est-ce que l'initiative GEI peut atteindre les spécialistes de suivi et d'évaluation, mais aussi les non-spécialistes de suivi et d'évaluation, dans la mesure où ils sont tous partie de cet écosystème? Est-ce que je peux commencer? Est-ce que je peux répondre? Oui, tout à fait. Allez-y, monsieur. Merci. Alors, c'est une question très, très à propos. Et il me semble qu'il y a un malentendu entre l'évaluation et l'audit. Beaucoup de gens prennent l'un pour l'autre. Ça n'est pas vrai, ça n'est pas juste. L'évaluation, ça n'est pas l'audit. C'est très important de faire le distinguo entre les deux approches. Ce que l'initiative GEI peut faire ici, c'est de sensibiliser, inciter à l'apprentissage, à la diffusion de connaissances pour savoir comment aider. Parce qu'aujourd'hui, nous faisons face à quelque chose de flagrant. Eh bien, il s'agit d'un manque de connaissances, une pénurie de connaissances. Aujourd'hui, la GEI peut partager les leçons tirées de la situation actuelle, à diffuser les meilleures pratiques et à distinguer les rôles entre les... Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent répondre à cette question? Vous devez passer à la question suivante. Madame Noua, Je peux je répondre. vois que vous dites oui. Oui, oui, tout à fait. Monsieur Sayar, vous pouvez y aller. Oui, merci. Allez-y. Merci. Tout d'abord, je voudrais revenir sur la question précédente, puisque pour parler de cette nouvelle génération d'indicateurs. La crise du Covid offre l'opportunité pour nous tous de placer la question du bien-être dans le choix des politiques publiques que nous faisons. Mais cette demande de réorientation des choix des politiques publiques en les focalisant autour du bien-être, n'est pas une idée nouvelle. Elle est assez ancienne. Il y a un programme de l'OCDE, Beyond the GDP, au-delà du PIB, qui a été lancé il y a quelques années. Il y a un important rapport qui a été fait par Sainz, Stiglitz et Fitoussi autour de la mesure des performances économiques et du progrès social. Donc, il y a matière pour capitaliser. Par ailleurs, je voudrais cette fois-ci revenir sur, répondre à votre deuxième question, et pour vous dire que
nos pays, notre pays en tout cas, le Maroc a adopté depuis quelques années une nouvelle constitution qui consacre principalement le principe d'évaluation des politiques publiques. Donc ça, c'est l'objet de l'article 13 de notre nouvelle constitution et qui signifie que les pouvoirs publics doivent œuvrer à la création d'instances de concertation en vue d'associer les différents acteurs sociaux à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques. Donc cela est une disposition constitutionnelle en ce qui nous concerne. Autre chose, depuis quelque temps, il y a toute proposition de loi qui est faite au Parlement doit faire l'objet d'une évaluation ex ante de ses effets socio-économiques. Donc, pour vous dire que on dispose désormais d'un véritable cadre institutionnel qui place plus que jamais à l'ordre du jour la nécessité de renforcer les mécanismes d'évaluation des politiques et des stratégies publiques en matière de développement humain. Et le développement humain qui est quand même une orientation forte de nos politiques de notre pays, a l'avantage de se prêter à l'évaluation, puisque une politique axée sur le développement humain, le succès d'une politique de développement humain n'est pas écrit à l'avance. Et seule l'évaluation peut sanctionner une mauvaise politique, alors que pour l'achat d'une voiture, pour les voitures, etc., pour les autres secteurs, c'est le marché qui sanctionne. Ici, c'est l'évaluation qui sanctionne une mauvaise politique. Donc, au moment où dans le contexte du Covid, c'est apparu de façon grande qu'il y a un besoin de réflexion critique sur le modèle de développement, je crois qu'il y a une large opportunité pour le développement de démarches d'évaluation, de démarches évaluatives dans nos pays qu'il s'agit de saisir par différents moyens. Je les ai cités tout à l'heure, à travers le renforcement des capacités statistiques. Là, ça me semble essentiel pour les pays les plus pauvres, les moins avancés, qui eux, en tout cas, vont subir de plein fouet les effets du Covid, d'institutionnaliser leur indépendance. L'évaluation doit impérativement être indépendante et, bien entendu, mobiliser tous les réseaux possibles pour les doter en ressources humaines et financières suffisantes. Thank you, Dr. Sayeh. This is a question that is to all of you. Merci beaucoup. C'est une question qui s'adresse à vous tous, une question très importante qui a été posée à plusieurs reprises par l'audience. Il s'agit d'avoir accès aux individus dans des contextes fragiles et des contextes de crise, atteindre les plus pauvres. Et puis, lorsqu'on parle de l'initiative globale indépendante, comment est-ce qu'on peut avoir accès aux experts des MEE, aux parties prenantes dans les pays où il y a des vulnérabilités? Et puis, quelles sont les opportunités, quels sont les défis liés à l'apprentissage en ligne que l'initiative globale devrait étudier pour permettre un meilleur accès à l'éducation? Donc, la vulnérabilité dans les pays d'abord, et ensuite ce que Dr Abdelhamid a mentionné, comment promouvoir la culture, l'apprentissage, la compréhension, etc. Je ne sais pas qui veut répondre, c'est ouvert à tous. Please. Lubna, si vous voulez, je peux répondre. Je vous en prie. Les deux questions sont liées, à mon sens. D'abord, les États fragiles, bien sûr, constituent un groupe très important de pays dans lesquels nous espérons pouvoir avoir un impact et aider. Parce qu'il s'agit du fonctionnement du gouvernement qui est fondamental pour régler les problèmes que ces pays rencontrent.
Et à cet égard, il faut tenir compte de la situation de chaque pays pour pouvoir vraiment adapter la réponse à la situation de chaque pays. Il faut calibrer les solutions pour qu'elles prennent en compte les réalités de chaque pays. Et donc, l'approche de l'initiative d'évaluation globale diffère de ce qui a été fait par le passé. L'objectif est d'avoir des partenaires nationaux et régionaux et d'adapter l'approche autant que possible. Et cela est lié à la deuxième question, parce que dans les pays fragiles, notamment avec COVID-19, il est difficile, par exemple, de voyager pour partager les expertises. Nous avons besoin de trouver une solution en ligne. La connexion en ligne est fondamentale. Et lors de la semaine d'évaluation l'année dernière, il s'agissait d'une série d'événements pour le partage des connaissances. Nous avons eu une participation des États fragiles, notamment de la région MENA. Nous avons eu des participations de l'Afghanistan et du Yémen qui se sont joints à un événement global. Donc, cela également peut être une partie de la solution. Pardon. On n'entend plus l'intervenante. On a perdu le... Oui, je crois qu'on a perdu l'audio. Est-ce que vous... Non, on a perdu l'audio. Désolé. Sophie, could you please unmute yourself? Est-ce que votre micro est ouvert, Sophie? Ah, d'accord. Mais je ne sais pas ce que vous avez raté, mais moi, j'ai dit tout ce que je voulais dire. Vous avez parlé du suivi de l'évaluation dans les pays fragiles et de l'importance de la connexion Internet pour le partage des connaissances. Donc, c'est ce qu'on a entendu. J'ai parlé également de la situation locale et régionale. D'accord, donc je vais donner la parole à Dr Hamid. Est-ce que vous pouvez répondre à l'une ou aux deux questions? Oui, comment est-ce que le suivi et l'évaluation peuvent aider dans les pays fragiles? Sophie a déjà dit, je crois, que l'approche doit varier d'un pays à l'autre pour comprendre la situation particulière de chaque pays et s'y adapter. La technologie aujourd'hui, bien sûr, nous permet d'avoir accès à ces régions en particulier. Dans cette réunion, par exemple, nous venons de tous les pays, de toutes les parties du monde, de tous les pays du monde. Et c'est un aspect important. La technologie est fondamentale pour atteindre tous les pays, pour renforcer la prise de conscience, pour partager la connaissance et les expériences et les meilleures pratiques. C'est la meilleure façon d'aborder ce genre de problème. Merci pour votre réponse. Et je tiens à remercier tous les intervenants pour toutes ces contributions très intéressantes. Malheureusement, nous n'avons plus de temps pour les questions-réponses. Et j'aimerais demander à Anas Issami du Bureau d'évaluation à la Banque islamique pour le développement à faire les remarques de clôture. Merci beaucoup, Dr Loubna. Merci beaucoup, messieurs, mesdames les intervenants, mesdames, messieurs, les participants. Cet événement est un exemple particulièrement éclatant de l'importance du rôle des évaluateurs et de la manière dont l'interaction entre nous peut renforcer le développement. Bien sûr, au niveau du développement, on s'attend toujours à des résultats quantifiables. La pandémie a renforcé la nécessité d'avoir un impact positif grâce à toutes nos interventions.
Et nous savons que le marché du travail post-Covid aura besoin d'un savoir-faire différent. Donc, pour avoir des résultats, il faut avoir des stratégies bien enlevées, bien pensées de mise en exécution. Et bien sûr, nous avons besoin de systèmes d'évaluation et de suivi qui soient particulièrement performants. Voilà pourquoi l'initiative globale avec la Banque islamique pour le développement, avec toutes les parties prenantes, Oscar Garcia également, continue à essayer de renforcer l'utilisation par les pays des outils de suivi et d'évaluation. Le partenariat entre les parties prenantes nous permettra de combler le fossé du suivi et de l'évaluation. Évidemment, nous avons parlé également de l'importance de l'introduction de l'arabe à cet égard. Et je crois que nous allons pouvoir avoir des impacts importants dans notre domaine d'intérêt. C'est une connaissance qu'il nous faut absolument partager. Il faut s'assurer que chaque projet a un cadre spécifique pour atteindre les résultats, mais beaucoup de pays manquent de capacité et manquent également de volonté. Voilà pourquoi il faut se concentrer sur l'intégration des systèmes de suivi et d'évaluation dans le cadre des politiques afin que les gouvernements puissent adopter des politiques qui sont capables de réaliser les objectifs du développement global et qui peuvent être soumises à un questionnement et rendre des comptes. Il faut que la région MENA puisse bénéficier de manière exponentielle d'un climat propice afin de renforcer la connaissance, de créer un forum d'échange de la part des experts de l'institutionnalisation des systèmes de suivi et d'évaluation. Il faut que le suivi et l'évaluation soient intégrés dans la prise de décision politique. Il faut les intégrer aux institutions. Et là, nous avons besoin d'intéressement, nous avons besoin de méthodes adéquates comme l'intelligence au niveau des affaires, la connaissance des marchés, les données adéquates et valables. C'est la meilleure façon d'intégrer le suivi et l'évaluation dans la prise de décision politique. Au cours des dernières années, nous avons également eu une augmentation de l'offre et de la demande au niveau de l'évaluation et du suivi. Il y a donc une demande croissante de transparence et d'efficacité du secteur public, et bien sûr un besoin de données, d'informations. Et nous avons de plus en plus d'outils disponibles et d'experts au niveau de l'offre. Dans plusieurs pays, il y a des agences de suivi et d'évaluation et un cadre réglementaire, ce qui est fondamental pour disséminer cet outil afin de renforcer les capacités du suivi et du développement. Nous avons besoin de formation pour les utilisateurs des informations fournies par les MEE et par ceux qui produisent ces informations. Nous aimerions que cet événement nous permettra de renforcer le suivi et l'évaluation dans la région MENA et nous permettra de continuer à travailler en partenaire avec tous ceux qui travaillent sur l'aspect pratique, le gouvernement, les universités, les organisations internationales, afin que nous puissions systématiser le recours dans les institutions au suivi et à l'évaluation. Et enfin, je tiens à remercier tous les intervenants pour avoir partagé avec nous toutes leurs connaissances, notamment Sophie, Oscar, Noha, Abdelhamid, Iqbal, Mohamed et bien sûr, professeur Loubna. Je vous remercie et je tiens à remercier également l'équipe organisatrice, Dougal, Léo, Shana William, Joy, et mes collègues de la Banque islamique pour le développement, Mohamed Zahir,
Saïd, Aboubakar, Ahmad Adamo, Zakaria, Adam, Mohamed Melai pour leur soutien permanent. Je vous remercie infiniment. Je remercie également l'audience pour sa participation active et sa contribution intelligente. Donc, un excellent échange. Je vous remercie et je vous souhaite de rester en bonne santé. Voilà. Merci beaucoup pour vos remarques de clôture. Et nous remercions encore une fois tous ceux qui ont participé au succès de cette réunion. Merci de m'avoir aidé à accomplir mon boulot. Je remercie également en particulier l'audience, les participants et je vous encourage, s'il vous plaît, à poursuivre cette discussion très intéressante, passionnante et je vous demande également de continuer à combler le fossé au niveau du suivi et de l'évaluation. Vous pouvez poursuivre la constitution sur Twitter, hashtag #CloseYemeniGap, Global Eval, etc. et sur le site www.globalevaluationinitiative.org. L'information est également disponible sur la fenêtre de discussion, le chat. Donc, c'était un plaisir et un honneur de parler avec vous aujourd'hui et j'espère que la conversation va se poursuivre sur le sujet passionnant dont on vient de parler. Voilà. Je vous souhaite une bonne santé à vous tous. Au revoir.